Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, être parent d'enfants à haut potentiel, est-ce une double chance ou une double peine? C'est une des questions que pose le livre de la psychologue Béatrice Millette. Un livre aussi utile que vivant, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu Expo, cette exposition que le Centre Georges Pompidou de Metz consacre au grand peintre André Masson. Masson que l'on croise au collège dans les programmes d'histoire de l'art, au lycée dans les programmes d'art plastique. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, récré ciné avec ce nouveau film d'un maître du genre, le franco-cambodgien Ritipan. Son titre, Rendez-vous avec Pol Pot. Lui aussi, on le croise dans les programmes scolaires, en histoire évidemment. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candy Sanzel pour son conseil de famille. Question du jour, comment gérer l'arrivée d'un deuxième enfant avec le premier. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le haut potentiel intellectuel correspond à un QI, un quotient intellectuel d'au moins 130. Ça représenterait un peu plus de 2% de la population, soit en France plus de 200 000 enfants. Et quand ces enfants entrent dans l'adolescence, le défi est double. Il faut à la fois les aider à traverser cette période toujours sensible, mais aussi tenir compte des effets de ce haut potentiel dans tous les domaines de leur vie. Comment faire? Eh bien, si vous êtes parent ou si vous accompagnez des enfants au potentiel, lisez le livre que leur consacre la psychologue Béatrice Millette. Il vient de sortir chez Mardaga. Béatrice Millette, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. On va quand même commencer par définir le haut potentiel avant de se concentrer sur la question de l'adolescence. J'ai donné la référence au QI parce que c'est la référence que donne l'OMS. C'est une définition extrêmement restreinte. Oui, alors c'est une définition très restreinte, effectivement, mais qui permet, malgré tout, toutes les lacunes et difficultés des définitions, d'objectiver le haut potentiel, finalement. Être haut potentiel, c'est être plus intelligent, tel qu'on mesure au test de QI, mais c'est aussi être intelligent différemment. Donc on sait par exemple les hauts potentiels ont plus une intelligence intuitive, ils ont une plus grande intelligence émotionnelle, ils ont une plus grande intelligence sociale, ils ont des plus grandes intelligences, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas simplement le quotient intellectuel. Oui. Des ados qui entrent dans l'adolescence au même rythme que les autres enfants ou un petit peu plus précocement? Un peu plus précocement. J'aime bien votre petit sourire, genre oui, il a lu. Non, mais avant on parlait d'enfants précoces, maintenant on parle d'enfants au potentiel et effectivement ils sont aussi précoces pour l'adolescence, la maturation de leur cerveau se fait un peu avant les autres, ils sont plus matures avant les autres, etc. etc. Oui. Et ça se manifeste comment ? Eh bien, ça se manifeste par un peu plus de recul, ça se manifeste par des questionnements, ça se manifeste... Alors, pas forcément l'entrée dans la puberté, d'ailleurs, dans les signes pubertaires, je veux dire les signes secondaires donc liés à la puberté, mais plus dans leur façon de fonctionner, d'avoir besoin de sens, ce qu'on sait, tous les adultes au potentiel ont besoin de sens aussi, d'avoir des réflexions plus poussées, d'avoir de moins être dans les petites conversations aussi. Oui, et ça avec les ennuie vite, la petite conversation. Oui. Plus de recul, vous le dites, ça renvoie aussi au fait qu'ils ont une conscience très aiguë d'eux-mêmes, c'est ça que vous expliquez, oui. Une conscience aiguë d'eux-mêmes, des autres et du monde. Et du monde, exactement. Exactement, c'est moi plus que d'intelligence, parce que c'est difficile de définir l'intelligence, j'aime bien parler, et ça parle aux gens que je reçois, de degré de conscience. Et effectivement, les hauts potentiels enfants, adultes, adolescents, ils ont une plus grande conscience. Donc d'eux-mêmes, ils sont à l'écoute aussi de ce qu'ils ressentent, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde. Ils ont une conscience des autres parce qu'ils ont beaucoup d'empathie, donc ils perçoivent les émotions des autres, ils savent un petit peu tout ça. Et le monde, parce que la planète... c'est pas rien aujourd'hui. Non, c'est pas super réjouissant par ailleurs. C'est ça. Ces ados vont à l'école et ils ont une façon de travailler. Avant de parler de la question de leur réussite, on le fera parce que c'est une question qui se pose, mais quand même, vous dites qu'ils ont une façon de travailler qui est assez différente, oui. Qui peut être un tantinet stressante quand on est parent. Qui peut être un tantinet stressante. Ils ont, donc je parlais de fonctionnement intuitif, ouais. Par exemple l'intuition mathématique. C'est de dire que j'ai le résultat qui me tombe de la tête, mais j'ai pas d'étape au milieu. Et ça, moi, je le vois, des jeunes qui sont en maths sup, maths spé en école d'ingénieur, ils vous disent ah mais non, mais ça, voilà, moi j'ai le résultat. Ouais. Mais eux égale MC2, c'est bien connu. Voilà. Et puis au milieu, il n'y a rien. Alors, le prof de maths, il dit mais comment t'arrives à ce résultat? T'as copié sur le voisin, je veux bien les étapes du milieu. Donc il y a ça pour les parents, c'est dire mais t'as copié, qu'est-ce que tu fais, tu sais pas. Il y a le fait de tout faire au dernier moment, donc ça on voilà, dit tout la le temps. procrastination oui, mais ça n'en de est l'ado pas. HPI. Ça n'en est pas, voilà, parce que en fait il fait tout au dernier moment parce qu'il a besoin de motivation. Et l'échéance qu'on ne veut pas dépasser, c'est la motivation la plus facile à trouver. Et donc il s'y met au dernier moment. Et les profs lui disent à tous les coups, ça aurait été mieux si tu avais commencé plus tôt. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Parce que ce qu'on sait en moyenne, c'est qu'un enfant neurotypique, puisque c'est des mots qu'on utilise maintenant, neuroatypique, a besoin de 8 à 10 répétitions pour retenir un concept, un enfant. L'enfant au potentiel, 1 à 2.
Donc le principe de l'éducation, c'est je répète. Mais pour celui qui a besoin d'une à deux, il écoute la maîtresse, c'est bon, il a retenu. déjà compris. Au lieu de ça de temps de travail, il a besoin que de ça de temps. Donc il s'y met au dernier moment et ça suffit. Il a besoin que de ça de temps, il va parfois zapper les étapes du raisonnement. Pour autant, il est plus perfectionniste que la moyenne. Oui, il ne supporte pas de rater. C'est ça. Et c'est pas du perfectionnisme négatif, c'est j'ai les moyens de réussir, donc pourquoi je ne réussirais pas? Vous invitez des gens à dîner, vous n'allez pas leur servir un rôti brûlé. Ça n'a pas de sens, vous n'allez pas le faire exprès. Alors, il y a des familles... Non, je plaisante. Ouais, il y en a. En thérapie aussi, c'est un exercice. Mais non, voilà, vous essayez de faire un truc bien. Vous mettez pas les petits plats dans les grands, mais vous mettez une bougie, vous mettez des fleurs, vous faites joli. Et ces ados-là, c'est pareil. Et bien, c'est pareil, voilà. C'est Grand bon perfectionnisme. Ouvert d'esprit aussi, vous dites curiosité, remise en question des normes. Ah mais oui, curieux depuis toujours, les parents vous le disent, ils s'intéressent à tas de trucs, la mythologie, les dinosaures, ça c'est classique, mais tout les intéresse, tous les nourrit, ils ont besoin. On dit souvent c'est œil de lynx, c'est mémoire d'éléphant, parce qu'ils ont les sens en permanence. Et cette ouverture d'esprit, c'est pas juste comme ça les 5 sens, mais tout les intéresse. Jusqu'au moment où après ils se rendent compte que ça leur parle pas, c'est pas leur tasse de thé, mais spontanément tout les intéresse. Oui, ils cherchent. Et ils sont extrêmement créatifs. On va continuer à parler d'eux. On va parler aussi de 2 ou 3 petits pièges qui peuvent se refermer sur eux et qui sont liés à ce haut potentiel. Ado à haut potentiel, c'est le titre en tout cas du livre de Béatrice Millette qui vient de sortir chez Mardaga. Béatrice Millette que l'on retrouve juste après l'Anti-Sèche. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche aujourd'hui qui nous emmène au Centre Pompidou de Metz pour une exposition consacrée au grand peintre André Masson. C'est l'occasion pour vous de revenir sur l'histoire d'une grande figure du XXe siècle. Oui, puis c'est bien de sortir de Paris un peu. Ah bon, toujours. Ces autres musées aussi. Surtout que Metz, le Louvre-Lens est extraordinaire aussi. Enfin, il y a un tas d'équipements culturels remarquables. Totalement. Et André Masson, ce qui est assez intéressant aussi avec cet homme, c'est que c'est l'un des artistes les plus influents, les plus importants du XXe siècle. Et paradoxalement, il n'est pas très connu. Et d'ailleurs, lorsque l'on cherche sur Internet des photos de cet homme, on en trouve très très peu. Et d'ailleurs, même dans le fond familial, il y a 2-3 photos. Il refusait de se faire photographier, ce qui explique aussi ce manque de photos aujourd'hui. Une exposition qui arrive enfin, il faut le dire. Il a fallu attendre quand même une date importante. C'est les 100 ans en 2024, le 100e anniversaire du surréalisme. Il y a eu une grande exposition 48 ans après, quand même la grande rétrospective, la plus grande consacrée à Masson, qui était à New York au MoMA. Donc Masson qui est né un 4 janvier 1896, donc près de Beauvais dans l'Oise. Lui, il passe une partie de son enfance à Bruxelles. Il s'intéresse à l'art grâce aussi aux artistes bruxellois. Il entre aux Beaux-Arts de Bruxelles. Et là, nous sommes en 1912. 2 ans plus tard, eh bien, 1914, déclenchement de la Première Guerre mondiale, il s'engage dans l'armée française. 3 ans plus tard, 1917, il est grièvement blessé à la poitrine au chemin des Dames. Il passe la fin de la guerre donc à l'hôpital. Il est à 2 doigts de mourir, il faut le dire. Et justement, cette Première Guerre mondiale le traumatise et va marquer profondément la plupart de toutes ses œuvres. Il entre en contact avec les cercles artistiques. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a beaucoup d'amis, au moins. Ça, c'est très important. Il partage un atelier au départ avec Juan Miró, l'un des influents artistes de Barcelone au début du XXe siècle. Vous avez cité le surréalisme. Masson est d'abord tenté par le cubisme. Il se rapproche ensuite d'écrivains comme Max Jacob, comme Antonin Artaud, comme Robert Destos. Il n'a pas que Miró et les autres peintres comme camarades. Effectivement, et puis l'atelier devient une sorte de bateau lavoir sous pavillon surréaliste avec André Breton qui débarque avec lui dans son œuvre, notamment grâce à cet automatisme psychique pur. On traduit tout simplement le manifeste surréaliste. Exactement, le manifeste surréaliste de 1924. Donc au début des années 20, lui, André Masson, il commence à faire entrer la nature dans ses œuvres, notamment avec les 4 éléments. Donc c'est la terre, c'est l'eau, c'est le feu et l'air, avec une composition essentiellement cubiste au départ. Autre œuvre importante, c'est la métamorphose des amants. Là, il y a la fusion des corps, la fusion de l'amour. Et la fusion de l'amour, ça passe par justement la fusion des corps. Et ça, c'est l'œuvre la plus importante de Masson. Donc lui, il entre proche du surréalisme avec André Breton qui le fonde en 1924. Il est aussi connu parce qu'il tente énormément d'inspiration en fonction aussi de l'histoire de sa vie, de l'histoire de France, d'une certaine manière. La Première Guerre mondiale lui donne des idées très libres. Et là, justement,
ces compositions de sable où il laisse tomber du sable sur une toile et là il présente quelque chose d'extrêmement aléatoire. 1941, date importante pour Masson. Lui, c'est un des hommes les plus antifascistes de l'histoire de France au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Il quitte la France pour New York, il s'y installe, il rencontre des nouveaux artistes qui sont de plus en plus influents, notamment Jackson Pollock, l'un des expressionnistes. Il retourne en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et là il continue à explorer de nouveaux styles. Il s'éloigne du surréalisme et pour se concentrer notamment sur des thèmes plus classiques et aussi notamment autour de la mythologie. Il s'installe à Aix-en-Provence, il se tourne vers Auguste Renoir qui devient l'un de ses meilleurs amis et il aime aussi la peinture chinoise. On retrouve quelques œuvres aussi importantes chez Masson. 1965, ça aussi c'est vraiment une étape importante pour lui parce qu'on a André Malraux, c'est l'un de ses amis, il lui confie donc la décoration du plafond du théâtre de l'Odéon à Paris. Malraux qui est alors ministre de la Culture, c'est ça? Exactement, et les ministres de la Culture du général de Gaulle à l'époque. 28 octobre 1987, il meurt à son domicile à l'âge de 91 ans, une très grande vie, une très belle vie. Il est enterré avec son épouse donc au cimetière du Tolonais, au pied de la montagne Sainte-Victoire quand même. Pour un artiste et un peintre, c'est pas mal. Absolument magnifique, donc près d'Aix-en-Provence. Et donc cette exposition, elle ressemble un peu à celle du MoMA avec plus de 200 œuvres exposées, essentiellement des fonds privés venant des plus grands musées également. Et c'est à voir jusqu'au 2 septembre. 2 septembre. On a le temps, voilà. Allez-y, passez par Metz, franchement. Centre Pompidou-Metz, la ville est très belle. Et une très belle gare en plus. Allez-y. Merci beaucoup, Brandon. Vous nous ferez quelque chose un jour, une récré sur la gare de Metz. Grand oral, Béatrice Millettre. Encore une journée de lycée où l'horloge semble avancer au ralenti. Les cours superficiels, succincts, monotones et répétitifs n'approfondissent pas les sujets. Chaque journée devient une lutte pour rester concentré sur des informations que j'ai déjà assimilées et je reste avec un sentiment d'inaccomplissement constant. Vous aurez compris que ce jeu, c'est pas moi la première personne, c'était pas mon genre. C'est un des témoignages, un des nombreux témoignages que recèle le livre de Béatrice Millettre qui vient de sortir chez Mardaga. Le premier défi que rencontrent ces ados au potentiel, c'est qu'ils peuvent se sentir, mais c'est pas forcé, on va le dire à chaque fois, mais ils peuvent se sentir en décalage dans plein de domaines, académiques, social, émotionnel. En permanence, il y a un déséquilibre. Il y a en permanence un déséquilibre. Ils le sentent depuis tout petit, qu'ils sont décalés, ils le perçoivent. Donc le témoignage, là, effectivement, le décalage le plus frappant, c'est à l'école. C'est long, c'est pas intéressant, ça n'a pas de fond, ça va pas assez vite, le système leur convient pas, enfin en un mot commençant, le système ça leur parle pas. Et donc oui, il y a ce décalage socialement parce que les petites conversations des copains c'est bien gentil, mais alors tant qu'ils sont collégiens encore ça va, ou à l'école plus ou moins, mais certains n'osent pas parler de ce qui les intéresse parce qu'on leur dit mais non c'est pas vrai, ça n'existe pas, mais ils font avec quand même parce que il y a le sport, le spectacle de fin d'année, trucs comme ça. Quand on arrive un peu plus âgé, ça marche plus. Plus on grandit, plus c'est compliqué. Oui, c'est ça. Et il faut gérer tous ces décalages-là. Il faut gérer aussi ce perfectionnisme. Vous nous l'avez vendu en première partie d'émission sur le genre. Tout le monde a envie que le rôti soit correctement cuit. Rôti peut être un rôti végétarien par ailleurs. Oui, peu importe, c'est l'image, on est d'accord. Mais en fait, non, parce qu'il peut y avoir, ça peut receler quelques pièges, le perfectionnisme. Oui, ça peut receler quelques pièges, et notamment, ça recèle des pièges avec les comparaisons aux autres. Quand vous avez des jeunes qui vous disent « Ah, mais j'ai que 18 sur 20, je suis nul. Ouais. » Et ça, il y en a 3 plein. claques, oui. Oui, mais 3 claques parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir 20 et ils se disent mais je suis bon à rien parce que voilà. Et vous rajoutez les parents. Moi j'ai une maman qui me dit mais Béatrice vous allez d'accord, mon fils il a un gros problème parce qu'il fait rien, il écrit rien en classe, il fait pas les exercices et à la question à 2 balles vous dites mais il a combien? Il a 18. Vous dites mais fichez-lui la paix. Ouais, c'est ça. Donc il y a les parents aussi qui en rajoutent, il y a les copains, ah mais t'as que 18 et moi j'ai 19. Voilà, c'est tout cet ensemble aussi qui à un moment donné est extrêmement délétère finalement. Ennui, répétition, pression, tout ça, ça se passe à l'école. En revanche, alors vous avez un propos mesuré en règle générale, mais sur la question du stigmate, oui. Particulièrement, parce que vous dites, à la fois, ils ne sont pas trop stigmatisés, mais ils peuvent s'auto-stigmatiser eux-mêmes. Oui, ils peuvent s'auto-stigmatiser. Moi, j'aime pas le terme de stigmate, parce qu'en fait, on est tous singuliers, et je ne trouve pas qu'il y ait des gens qui soient mieux que d'autres. On a tous nos singularités, et on fait avec. Mais ce qui est important, au-delà, parce que les parents vous disent, mais ça va le stigmatiser si je fais le test, ou si je ne sais pas quoi. Non, ça va surtout vous donner des pistes de compréhension, et vous autoriser à ce qu'il fonctionne à sa façon à lui. C'est ça qui est la clé. Ça, c'est fondamental. Et ça, vous le soulignez, c'est très important d'identifier le haut potentiel. Oui.
Oui, parce que, je vous le disais, depuis tout petit, ils sentent qu'ils sont différents. Ils sentent que le copain, il met 3 heures de devoir, moi je mets que 5 minutes, donc je vais essayer de mettre 3 heures, mais pendant 3 heures, j'ai rien à faire, donc je me disperse, je me fais engueuler parce qu'on dit que je suis pas concentrée, on va me dire j'ai un trouble de l'attention alors que j'en ai pas. Et donc si on leur dit, non mais attends, t'es normal autrement, mais t'es normal, mais ça change la vie. On respire un grand coup. On respire un grand coup, je suis pas fou. Au début, moi, quand je recevais des gens, alors adultes à ce moment-là, ils me disaient, mais je viens voir, je suis fou, internez-moi à Sainte-Anne. Wow. Mais non, alors maintenant ils pensent qu'ils sont autistes, donc, parce qu'on en parle beaucoup de l'autisme, mais voilà, et non, ils sont normaux autrement. Et ça, c'est fondamental de leur dire. Ça aurait pu, c'est comme Œil de lynx, c'est Mémoire d'éléphant, ça aurait pu faire encore un autre titre pour votre livre. Il y a eu une découverte pour moi en vous lisant autour de la question de l'identité de genre qui, dites-vous, se pose différemment pour eux. Oui, ça se pose différemment pour eux parce que donc moi, pendant très longtemps, j'en ai pas parlé parce que je ne parle que des choses qui sont avérées, y compris par des recherches internationales. Voilà. Et pendant très longtemps, j'ai eu cette idée qu'effectivement, les hauts potentiels étant ouverts d'esprit, ils étaient aussi ouverts sur la question de l'identité de genre. Et maintenant, on a des publications qui nous le disent effectivement. Donc ça se pose différemment pour eux et ça se pose non pas en termes binaires, ça se pose en termes de je fais qui je veux. Donc il y a déjà cette question-là. Il y a la question de l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, on me dit souvent une époque d'hommes blancs, straight, neurotypiques. Ça, c'est pas friolant pour eux de s'identifier à ça. Et donc de ce fait, la question se pose presque pour tous à un moment donné de leur identité de genre. Est-ce que je suis cis? Est-ce que je suis trans? Est-ce que je suis non-binaire? Et ça va avec ce que vous dites au début des news sur leur questionnement permanent aussi, sur leur réflexivité, leur capacité à se demander qui ils sont. Et on en a plus qui sont queer, finalement, pour prendre un terme un peu neutre. Que dans la moyenne. Que dans la moyenne. Une toute petite question avant la récré. Dans les points à surveiller quand on est parent ou quand on est enseignant confronté à ces enfants-là, c'est qu'ils se fatiguent. C'est épuisant d'être HPI. C'est épuisant, un bémol, c'est épuisant d'être HPI quand on ne fonctionne pas en phase avec soi-même. C'est ça. Quand vous essayez de copier le fonctionnement des autres, c'est épuisant. Quand on vous laisse tranquille, faire au dernier moment, pas prendre de notes, voilà, ça marche beaucoup mieux et c'est moins fatigant. Ben voilà, c'est comme Brandon, on fait sa chronique au dernier moment, ça va nous donner une récré, elle va être formidable, vous allez voir. Béatrice Millettre, on la retrouve juste après la récré pour continuer à parler de l'adolescence et du haut potentiel, la récré. Rebonjour Brandon. On file au cinéma avec vous comme quasiment tous les mercredis. Oui. Cette semaine, vous nous présentez un documentaire. Oui. Ça aurait presque pu faire une anti-sèche d'ailleurs. Hein. Oui, Rendez-vous avec Pol Pot. On en a 2 pour le prix d'une et c'est chouette. Oui, parce que c'est un film et vous avez raison. Documentaire, c'est en réalité ça. Hein, avec ce réalisateur Ritipan, c'est sa marque de fabrique, donc un franco-cambodgien. Et donc, il est essentiellement connu pour ce travail autour des horreurs commis par donc les Khmers rouges en ce pouvoir au Cambodge entre 1975 et 1979, avec comme personnage tout en haut des Khmers rouges, c'est Pol Pot. Donc, alors c'est une histoire vraie, hein, en l'occurrence. Alors ça a toujours été une histoire vraie. En l'occurrence, là, c'est l'adaptation, la libre adaptation. Il s'est permis quelques libertés, hein, donc de l'ouvrage de l'américaine Elizabeth Baker, Les larmes du Cambodge, l'histoire d'un auto-génocide. Donc c'est l'histoire de cette femme, son déplacement donc en 1978. Là, nous sommes avec 3 Français, un trio de journalistes qui sont invités par le pouvoir donc au Cambodge pour découvrir le pays, faire aussi découvrir à l'Europe qui ne connaît pas vraiment. C'est un pays extrêmement fermé qui ressemble un peu, d'ailleurs il le dit hein, à la fin dans la projection de Cannes, on en parlera après, hein, c'est un peu la Corée du Nord hein, d'aujourd'hui. Donc ils sont invités, ces journalistes, à déambuler dans le pays, un pays magnifique, tout est beau, c'est le village Potemkin par excellence. Donc, et leur objectif c'est de réaliser un entretien avec Pol Pot. Tout se passe bien, ils sont extrêmement naïfs, hein. Ils découvrent le pays et petit à petit ils vont découvrir aussi les horreurs, même s'ils font preuve de naïveté. Regardez la bande-annonce. Bonjour camarade. Je suis Soum, du ministère des Affaires étrangères. Tu m'as pas reconnu? J'ai été à la Sorbonne avec lui. Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale. Pour en faire des instruments agricoles. On est journaliste, ouais. Moi, je veux voir une vraie coopérative. La révolution doit faire table rase du passé. Absolument. Attendez, on va pas se laisser balader comme les touristes. Je ne suis pas un ami du parti. La chance incroyable de pouvoir visiter ce pays à un moment crucial de son histoire. Paul! C'est la dernière fois, camarade. Il faut obéir aux ordres de l'encart. Beaucoup de réfugiés affirment que les intellectuels ont été tués. 6 divisions vietnamiennes ont pénétré sur plusieurs kilomètres. Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous avez fait de Paul? Vous n'avez rien compris à notre révolution.
Ni rien ni personne ne pourra nous empêcher de mener à bien notre projet de nouvelle société. L'ANCAR va créer des hommes nouveaux, à partir de la classe des paysans pauvres, mettre fin à 2000 ans de l'histoire qui ont abouti au matérialisme et à la décadence, revenir à la pureté originelle. Ceux qui pourront être réformés le seront, les autres seront éliminés. J'ai reconnu une actrice que j'aime beaucoup, là, c'est Irène Jacob, non? C'est Irène Jacob, grande actrice de Kieslowski. Exactement, bah oui. Et les autres? On a Grégoire Collin, on a Cyril Gay aussi, qui sont un peu moins connus, mais elle, effectivement, c'est le genre de film réaliste 100% authentique. Ouais. J'ai présenté le film en disant documentaire. En fait, c'est une fiction, hein, mais c'est une fiction à fort caractère documentaire, on le voit à l'image aussi. Il dit, alors, le film a été présenté à Cannes il y a quelques jours, il parle de 95% de documentaire, 5% de fiction, notamment pour les dialogues, effectivement, mi-film, mi-documentaire. D'ailleurs, dans le film, on le voit aussi dans la bande-annonce, lorsqu'il montre des cadavres, lorsqu'il montre des enfants qui meurent de faim, ce sont des vraies images. Lorsqu'aussi on parle, parce qu'une partie du film est consacrée à la rencontre avec Pol Pot, donc le dirigeant des Khmers, eh bien on ne le voit jamais, on l'entend essentiellement. C'est pour justement montrer que cet homme, ce visage du mal, reste impénétrable. Donc il veut envoyer un message fort, cet homme, parce que ce cinéaste, parce que c'est son histoire personnelle. Il a perdu 9 membres de sa famille enfant. Il avait 10 ans lorsque les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir. Il veut aussi montrer, il le dit d'ailleurs, il y a dans ce film à la fin, lorsqu'il a été présenté à Cannes, pour Cannes Première il y a quelques jours, il dit, c'est un peu l'histoire de beaucoup de conflits aujourd'hui. Il veut aussi que beaucoup s'emparent de ce film qui a aussi une vision contemporaine. Un film qui a beaucoup ému à Cannes. Oui, 5 minutes de standing ovation. Les gens pleuraient à la fin de ce film. Et là, c'est remarquable. Comment? Et vous? Et moi, je l'ai vu, alors je ne l'ai pas vu à Cannes, malheureusement, je l'ai pas, mais il est extrêmement fort. Je l'ai vu en lien, on pouvait l'avoir en un mot, extrêmement fort. Mais à chaque fois avec lui, on n'est pas vraiment déçu, on sait à quoi s'attendre. Il y a une authenticité absolument incroyable. Et le jeu des acteurs aussi, ça c'est fabuleux. Allez voir parce que c'est 2 heures de film et on sort vraiment grandi lorsqu'on voit ce film absolument magnifique et essentiel aussi. Merci beaucoup, Brandon, pour cette nouvelle récré cinématographique. Béatrice Millettre, Grand Oral. La difficulté pour vous n'est donc pas tant de faire avec un enfant que vous connaissez par cœur que de l'accompagner dans un double voyage vers son épanouissement, celui de l'adolescent qu'il est, celui du haut potentiel qui fait partie de lui. Autre citation extraite du livre de Béatrice Millettre, cette fois c'est vous qui parlez, comment s'y prendre? Déjà en lisant le bouquin. Et alors quand on est parent, il y a plein de conseils, mais en gros s'il y a un mot-clé, c'est être des accompagnateurs bienveillants. Comment ça se décline au quotidien tout ça? Oui, c'est ça, c'est être un accompagnateur, mais à la limite c'est ce que devrait faire chaque parent, d'accompagner de manière bienveillante de son enfant. Ça veut dire, ce qui est compliqué, je crois, c'est la comparaison aux autres et l'influence sociale qui vous dit depuis la sortie de l'école, ah mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, et vous voulez bien faire, vous écoutez les enseignants, mais les enseignants ils vous disent faut pas faire au dernier moment, mais vous savez que votre enfant c'est mieux au dernier moment. Donc en fait, moi je parle que de l'école là, mais c'est vrai pour tout, il faut décrypter le monde à cet enfant, il faut lui expliquer qu'il peut faire les choses à sa façon tout en donnant aux autres ce que les autres attendent. Par exemple, l'exo de maths, vous avez le résultat mais pas le milieu, vous commencez par le résultat et puis ensuite vous remontez, vous mettez des lignes intermédiaires, n'importe quoi comme étape et vous donnez au prof ce qu'il veut. Le prof, il a son petit bout de truc, il a tout ce qu'il faut, mais dans un autre ordre, et c'est ça ce qui va permettre à votre adolescent finalement de fonctionner à sa façon. Dans les points extrêmement importants, vous allez là encore me dire que c'est valable pour tous les parents et vous aurez raison, mais ça a l'air de se poser en des termes assez particuliers avec ces ados-là, c'est leur faire confiance. C'est ce que j'allais vous dire, il faut leur faire confiance. Ouais. Avant tout, la clé, c'est de leur faire confiance et de les écouter. Souvent, les parents vous disent « oui, mais ils s'opposent, oui, machin ». Alors, il y a un truc très courant, enfin, c'est même pas courant, c'est chez tous. La notion de la hiérarchie, ils ne l'ont pas. Pour eux, on est tous des êtres humains, donc sur le même pied d'égalité. Ils répondent à la maîtresse, ils disent à la maîtresse tu t'es trompé, au prof ils disent non mais ça n'a aucun sens, vous pouvez pas maltraiter tel autre et hop ils sortent de classe, les parents c'est tous sur vous lui dites fais ça, ben non pourquoi? Ça peut être pourquoi tu veux que je le fasse? Au moins surprenant ou un peu fatigant. Exactement, et donc, mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de l'opposition, c'est juste, et c'est logique finalement de se dire on est tous égaux. Il y a une idée reçue qu'on n'a pas pris le temps de tordre depuis le début de l'émission parce qu'elle est évidente à vous lire et puis on en a déjà parlé ici, c'est leur rapport aux études. Il n'échoue pas, enfin, l'échec des hauts potentiels, c'est une légende urbaine. L'échec scolaire, j'entends. Alors, on a autant, j'ai envie de dire, chez n'importe quel élève, on a un tiers en réussite, un tiers dans la moyenne, un tiers en échec. C'est pareil chez les hauts potentiels. C'est pareil, voilà, il n'y a pas un surrisque d'échec. Pas du tout, pas du tout. Et ils sont. Par contre, il y a une idée reçue qui est qu'ils vont tous faire bac plus 37. Et ça non plus.
Mais non, pas du tout. Ils vont être boulangers, ils vont être n'importe quoi, ils vont être ce qu'ils veulent finalement. Vous dites que les ados au potentiel sont des atouts pour le monde actuel et futur. Je veux bien qu'on termine là-dessus. Pourquoi ? Mais bien sûr, parce que d'abord, ils ont cette conscience. C'est un atout fondamental pour n'importe quelle époque d'ailleurs. Et je veux dire, je lisais hier un article qui reprenait des questionnaires des atouts du 21e siècle. Ben, vous cochez en face, vous avez les atouts créativité, adaptabilité, engagement, empathie, conscience de la planète, etc., les valeurs, machin. Allez, et on se réjouit, on fait confiance. Exactement. Et on lit le bouquin de Béatrice Millette parce que vous allez voir, il est drôlement bien fait. Il y a plein d'exemples, plein de témoignages. J'ai essayé de rendre compte de ça dans cette émission, mais ça va vous aider énormément. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de parentalité, puisque vous venez le jour du conseil de famille de Candy Sanzel. Brandon, merci beaucoup. Merci. Candy Sanzel, conseil de famille. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candy Sanzel. Candice, bonjour. On va parler de l'arrivée d'un deuxième enfant. On a fait attention à dire deuxième et pas second, parce que second, il n'y a pas de troisième. Donc le deuxième, il peut toujours y en avoir un troisième. C'est une étape importante, souvent délicate dans la vie familiale, et ça peut susciter des émotions variées, notamment chez l'aîné. Alors comment préparer cette transition de la meilleure façon possible ? Vous savez, moi, le jour où ma mère a accouché de mon petit frère... Alors je ne sais pas, donc. Voilà, vous n'êtes pas au courant, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une otite carabinée le même jour et que j'ai fini aux urgences. Coïncidence, je ne crois pas. Comme dirait Hercule Poirot dirait, je ne crois pas aux coïncidences. Exactement. L'arrivée d'un deuxième enfant perturbe forcément en réalité l'aîné, et pour cause, votre petite star habituée à être au centre de toutes les attentions va devoir partager la scène, et ça risque de ne pas lui plaire franchement. Donc pour que cela se passe le mieux possible, vous allez devoir l'aider à se préparer à son nouveau rôle, et pour ça, ça commence bien avant la naissance du bébé. Donc montrez-lui par exemple des photos de lui à sa propre naissance, puis même vous pouvez aller carrément lui montrer des photos de lui quand il était en couche et lui dire que oui, même lui a été en couche et que non, on ne ressortira pas ces photos lors de son mariage, c'est promis. Parlez-lui aussi de ce qui se passe pour vous en tant que parent. Rassurez-le, par exemple, sur le fait que vous n'allez pas partager votre cœur en deux, mais que vous avez un super pouvoir. Vous, votre cœur, il s'agrandit, il grossit, et que vous allez, du coup, laisser toute la place à ce nouveau petit habitant sous le nombril également. Utilisez également des livres, des histoires adaptées à son âge pour lui expliquer en fait la grossesse et l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille. En gros, ce que vous dites, c'est qu'il faut l'impliquer, cet aîné, dans les préparatifs avant l'arrivée du bébé. Comment on s'y prend ? Oui, alors déjà, c'est très important de le faire parce que ça va lui donner un sentiment d'importance, de responsabilité. Alors, on peut s'y prendre de plusieurs façons. Déjà, par exemple, votre grand peut aller choisir un cadeau et quand il va vous rendre visite à l'hôpital ou à la clinique, il apporte ce cadeau au bébé en guise de bienvenue. Il peut aussi choisir en amont quelques vêtements ou jouer pour le bébé. Bon, c'est sûr que s'il choisit des vêtements ridicules, souvenez-vous que c'est le geste qui compte. Après tout, un bébé déguisé en dinosaure pour Halloween en plein mois de juin, ça peut être absolument adorable. Bien sûr. Et puis alors surtout, on maintient les routines. Oui, faut pas que trop de choses changent quand même. C'est très important parce qu'ils y trouvent du réconfort, ça les rassure. Donc on va vraiment essayer de maintenir autant que possible les habitudes, les rituels qui existent déjà, surtout dans les premières semaines quand le bébé arrive à la maison, que ce soit donc l'histoire avant de dormir, les jeux après l'école, les repas en famille. On va vraiment favoriser ces moments qui sont essentiels pour rassurer l'aîné et lui montrer que sa place n'a pas changé dans la famille. Et puis du temps, on lui donne du temps, non ? Oui, on va lui donner du temps vraiment seul, de qualité. Donc j'insiste vraiment sur le qualité, parce qu'on peut faire de la présence absente. Donc là, on va passer des courts moments de qualité et ça peut faire vraiment une grande différence. Donc on va programmer ce temps particulier ensemble et on va l'annoncer. Quand j'aurai terminé de donner à manger à ton petit frère et que je l'aurai couché, nous pourrons passer 30 minutes à faire quelque chose ensemble de ton choix. Je te laisse choisir l'activité. Donc après, ça peut être une activité artistique à la maison, simplement un câlin, une conversation, peu importe. Finalement, ce qui est important, c'est que ces moments renforcent les liens et qu'ils apaisent éventuellement les inquiétudes qu'il pourrait y avoir. Ok, mais donc tout ça n'est pas suffi, que l'aîné soit jaloux. Comment on gère ses réactions émotionnelles ? C'est tout à fait naturel de toute manière que l'aîné ressente de la jalousie, de la frustration, même de la colère ou de la tristesse. Donc on va être à l'écoute de ses émotions sans les minimiser. On va lui montrer qu'on comprend ce qu'il ressent. On va le rassurer sur l'amour et l'attention qu'on lui porte et lui expliquer que ce qu'il ressent, tout ça est tout à fait normal et l'encourager à les exprimer. Par contre, c'est vrai que s'il a du mal à le faire, on va pouvoir l'aider à le reformuler. Oui, ça dépend des âges. Exactement. Donc on peut par exemple lui dire je vois bien que tu es frustré, que nous n'ayons pas pu jouer ensemble. Est-ce que c'est bien ça qui te pose un problème ? Donc en fait, en lui rappelant toujours que, évidemment,
vous avez une épaule disponible s'il a besoin de pleurer, tant que c'est pas à 3h du matin, évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut proposer pour finir, pour que cet aîné se sente valorisé dans ce nouveau rôle? Parce que l'aîné, c'est sympa quand même. Mais bien sûr, et on peut tout à fait encourager les interactions positives justement pour permettre de créer des liens dans la fratrie, donc en fonction de son âge. Vous pouvez par exemple le laisser tenir le bébé sous supervision. Il peut aussi aider à donner le biberon ou la compote ou lui chanter une chanson pendant que vous filez au petit coin pendant 2 minutes, ce qui est bien pratique, sauf si la chanson en question est Baby Shark et que vous avez cette malédiction musicale pendant les 3 prochains jours dans la tête. Enfin bon, choisissez vos combats. Vous ne le chantez pas là maintenant parce que vous allez nous le mettre dans les oreilles. Merci beaucoup Candice. Béatrice Millette, merci beaucoup. Et puis si cet enfant se révèle être un haut potentiel, on lit le livre de Béatrice Millette chez Mardaga. Et bien avant qu'il vienne ado, parce qu'en fait ça peut servir pour tous les enfants. Et c'est un super bouquin. Merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec assistée par Pénélope Day pour la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Mani Pézèche. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.